c'est de Catherine Paulin. Donc, elle est... Ah oui, juste avant de commencer, il faut juste que je précise que la conférence va être enregistrée et la période de questions, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, si vous préférez ne pas être enregistré pour la période de questions, on peut aussi juste enregistrer la présentation. Donc, ça va Guy juste nous signaler si c'est le cas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excellent. Donc, Catherine Paulin est candidate au doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Elle est titulaire d'une bourse Joseph Armand Bombardier du CRSH. Ses recherches à la maîtrise sur les relations humains-chevaux dans l'espace public montréalais lui ont valu un prix d'histoire du gouvernement du Canada en 2017. Spécialisée en histoire environnementale et des animaux au 19e et 20e siècle, elle s'intéresse dorénavant à l'exportation de bovins de Montréal et de Québec vers la Grande-Bretagne, de même qu'à l'impact environnemental qu'ont ces échanges. Catherine contribue également aux travaux du groupe de recherche Niche, un réseau canadien en histoire et en environnement. Sous la direction de Michel Dagenet, le titre provisoire de sa thèse est, et vous excuserez mon anglais, The Environmental Impacts and Relational Dynamics of Animal and Animal Product Trades, a Case Study of Montreal and Quebec City, 1830-1914. Donc, je laisse le plancher à Catherine. Oui, donc bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais vraiment vous remercier d'être ici sur Zoom parce que je sais à quel point on est un peu tanné de cette plateforme. Donc, j'apprécie beaucoup votre présence. Aujourd'hui, c'est ça, je vais vous parler de l'utilisation des documents de la session pour une étude des relations humains-animaux, plus largement de 1867 à 1914, mais avec une attention particulière à l'année 1891. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, sans vouloir embarquer dans trop de théorie, je vais quand même juste offrir une petite base rapide. Donc, quelles sont les relations finalement humains-animaux? Pouvons-nous parler d'agentivité animale? Et si oui, comment pouvons-nous l'observer? Donc, premièrement, les animaux sont présents dans les sources et donc la relation avec l'humain peut définitivement être analysée. J'argumenterais que ce genre d'étude sert à, dans le fond, briser des frontières, à reconceptualiser notre vision du passé et aussi de décentrer l'importance des humains pour attirer une attention sur d'autres acteurs et d'autres facteurs, tels que, par exemple, justement, les animaux non humains, mais aussi l'environnement. L'une des principales critiques de l'histoire des animaux est la difficulté de démontrer ou prouver l'agentivité des animaux. Comment la définir? Comment les historiens peuvent-ils contribuer à ce genre d'études? Est-ce qu'une réponse définitive est possible? Quelles sont les limites finalement de l'action des animaux sur le passé? Et est-ce que même les plantes ou les objets ont un pouvoir d'action? L'agentivité est-elle nécessaire pour avoir un impact dans l'histoire et les non-humains peuvent-ils être historicisés? Les chercheurs se sont penchés sur la question de multiples façons, notamment en définissant l'agentivité de manière plus souple, aussi en faisant de l'histoire des animaux une histoire par le bas, donc from below, en démontrant l'agentivité par des exemples de résistance et de rébellion animale, par l'interagentivité, par aussi des théories telles que la Actor Network Theory de Bruno Latour, et aussi par l'histoire des animaux comme étant une histoire de mouvement et de interbeing. Pendant ce temps, il y a d'autres chercheurs, tels que par exemple Joshua Speck, qui proposent que nous dépassions simplement cette question une fois pour toutes et que nous concentrions non pas sur la démonstration de l'agentivité, mais plutôt sur l'étude des animaux en tant qu'acteurs importants et que nous voyons ensuite où cela nous mène. Je pense que la conclusion, dans le fond, qui est importante, c'est que d'essayer d'inclure les non-humains dans l'étude du passé peut soulever de nouvelles questions, en dépassant le plus rapidement possible un débat qui peut devenir rapidement stérile, mais aussi pour montrer que les humains ne possèdent pas un contrôle total sur leur environnement et non plus sur les autres êtres vivants. Donc, c'est un petit peu mon objectif,
C'est ce que je garde en tête de façon générale dans mes recherches, mais aussi en analysant cette source que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous partager mon écran pour vous montrer un petit PowerPoint. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Parfait. Donc, voilà. Les documents de la session de 1867 à 1915 sont l'objet d'étude aujourd'hui. Ce sont, pour ceux qui ne le savent pas, des documents gouvernementaux qui sont déposés à la Chambre des communes. On y retrouve bien sûr des rapports annuels, des commissions royales, d'autres types de rapports, des volumes de recensement, des enquêtes et j'en passe. Certains des papiers sont imprimés, d'autres non. Et ils sont rattachés à des index assez complets, dont pour les années que j'analyse, c'est-à-dire de 1867 à 1915. Moi, ma recherche s'arrête en 1914, mais les documents continuent jusqu'à 1915. Donc, les index font environ 600 pages chaque et en plus des volumes qui vont, eux, regrouper les papiers qui ont été imprimés. Donc, ma méthode pour chercher un petit peu le needle in a haystack, parce que ce sont des documents qui, bien sûr, ne parlent pas seulement d'animaux. Donc, là, ça devient un petit peu compliqué d'aller chercher vraiment l'information dont j'ai besoin. Bon, bien sûr, c'est une recherche par mots-clés dans les index pour commencer. Et j'essaie d'y aller de façon plus large possible. Donc, je vais inclure des mots-clés comme par exemple animaux, mais aussi bétail, bovin, bœuf, peau, livestock, insurance, installation portuaire, que ce soit de Montréal ou Québec, tout ce qui est en lien avec les imports-exports, au cas où il y aurait quelque chose là-dedans. Tout ce qui a rapport aux maladies contagieuses des animaux, la cruauté aux animaux, tout ce qui a trait à la Grande-Bretagne. Ensuite, je prends note des documents de la session qui sont importants, qui ont été publiés, que je pourrais ensuite aller analyser. Donc, là, je vous ai mis dans le fond deux petits exemples d'un index. Pour l'année de 1867 à 1876, qui est un index, j'ai seulement un document finalement qui m'a été utile. Pour les années 1877 à 1890, il y en a eu 3. Et pour 1891 à 1903, il y en a eu 16. Ensuite, de 1904 à 1915, 7. Donc, bien sûr, ma question, c'était, mais pourquoi autant pour les années 1891 à 1903? C'est vraiment là que soudainement, on semble parler de plus en plus de bovins, de bétail et d'animaux de façon générale. Donc, les deux exemples que vous voyez à l'écran, le numéro 67, c'est dans le fond le seul qui était significatif de mon premier index. Puis ensuite, celui, le 61, c'est pour le deuxième index où j'en avais seulement 3. Donc, je pense que vous pouvez aussi voir assez rapidement que c'est différents types de données que je vais trouver dans ces documents-là qui souvent n'ont pas vraiment un lien très clair avec les relations humains-animaux. Le premier papier, ce qu'on remarque, c'est que ça va être plus au sujet des maladies partagées entre justement les bovins. Donc, oui, c'est intéressant, mais souvent, ils vont passer très rapidement sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de matière à aller chercher. Le deuxième exemple, qui est le papier 61, dans ce cas-ci, c'est vraiment des statistiques par rapport à l'exportation de bovins, de cochons et de moutons. Donc, très intéressant aussi, mais qui encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de matière à aller chercher sur le développement des relations humaines-animaux.
Donc, tout ceci culmine, dans le fond, vers un rapport qui a été publié en 1891 qui s'appelle le Evidence on the Export Cattle Trade of Canada, taken at Montreal, Quebec, and Three Rivers before Mr. William Smith, Deputy Minister of Marine of Canada. Donc là, ça devient vraiment intéressant pour moi. Dans le fond, ce papier-là est le résultat d'un projet, l'impact, dans le fond, d'un projet de loi qui a eu lieu en Angleterre, qui a mené à cette enquête qui a eu lieu au Canada. Donc, quel est ce projet de loi? C'est un projet de loi qui a été introduit et promu par M. Plimsoll au Parlement britannique. La demande qu'il fait, c'est d'empêcher le transport de bovins vivants vers la Grande-Bretagne à partir du 12e parallèle de longitude ouest, donc ce qui inclut finalement tout le Dominion, tout le Canada. Le livre de... dans le fond, M. Plimsoll fait cette demande-là par un projet de loi, mais en plus de ce projet de loi, il a aussi rédigé un ouvrage sur le sujet du transport de bovins via bateau dans le fond, la traversée de l'Atlantique et surtout sur leur arrivée en Grande-Bretagne de ces animaux. Dans cet ouvrage, il cible particulièrement les bovins arrivant du Canada et c'est un ouvrage qui inquiète énormément parce que finalement, on mentionne plusieurs cas de maltraitance animale, surtout lors de l'arrivée en Grande-Bretagne. Ce livre est finalement partagé, oui, en Grande-Bretagne, mais aussi même aux États-Unis. Donc, c'est sûr que le gouvernement du Canada commence à s'intéresser à ça. Et en résulte cette enquête. Donc, avant de plonger plus dans la source avec des exemples concrets, qu'est-ce que je retrouve dans cette source et aussi dans les témoignages de cette enquête? Donc, je remarque que dans le fond, il y a 3 types de relations avec l'humain qui deviennent assez claires à travers ce papier. La première, c'est l'animal comme étant un être qui souffre aux mains de l'humain. Donc, on voit une relation de pouvoir très hiérarchique qui cause du tort à l'animal. La deuxième, c'est l'animal comme marchandise, donc ce qu'on appelle le animal commodity en anglais. Donc, une relation beaucoup plus économique que l'humain va entretenir avec l'animal. Et ensuite, la troisième type de relation avec l'humain, c'est l'animal qui va vivre une relation dynamique dans un espace qui est portuaire et urbain, en lien direct avec les humains aussi. Donc, ce sont 3 types de relations qui vont finalement avoir un impact sur l'environnement urbain et son développement. Une action concrète qui serait, j'aimerais argumenter, différente ou du moins un impact qui serait moins urgent si l'objet étudié n'était pas vivant. Donc, je vais maintenant passer aux exemples tirés de l'ouvrage et qui sont divisés dans ces 3 catégories. Donc, pour le premier exemple, on parlait de souffrance, dans le fond, des animaux comme étant un type de relation avec l'humain. Donc là, on voit la souffrance de bovins provenant du Canada telle que vue de la Grande-Bretagne. Donc, on revient un petit peu à ce que M. Plimsoll parlait, dans le fond, dans son ouvrage qui a été publié, la raison derrière son projet de loi. C'est assez graphique, mais pour donner quelques exemples, ici, M. Plimsoll on parle carrément de son ouvrage et on va mentionner que dans son livre à la page 54, on several occasions, I saw the men put paraffin oil into their ears, which as soon as it reaches the brain, caused the poor brutes to fairly shriek with pain. Occasionally, the ears were stuffed with hay, which was then fired.
while in many instances the tails were snapped in the endeavors of the cattlemen to force the animals that had lain down from sheer exhaustion to regain their feet. The commander of the vessel was appealed to in the hope that he would order a cessation of these cruel practices. Donc, ce sont des choses qui sont remarquées une fois en Grande-Bretagne aussi, que les animaux arrivent et ils ont, dans le fond, subi des cas de maltraitance. L'enquête cherche à comprendre si ces cas sont réels ou pas. Donc, il demande à M. Popham, qui est président du Montreal Board of Marine Underwriters, qui est une compagnie qui va venir, dans le fond, assurer les exportateurs de bovins, puis leurs bateaux. Donc, on lui pose la question, Mr. Popham, do you believe that any cattle ever shipped from this country were ever treated in that way? Et il mentionne, I do not believe it. I would be against the interests of every person concerned to treat animals in that way. I do not believe such a thing was ever done. Donc, on réfute assez rapidement, dans le fond, ce qui est mentionné par M. Plimsoll. Dans le fond, Mr. William Smith, qui est comme l'enquêteur principal, lui se pose des questions parce qu'on lui a aussi mentionné que quand le bovin va, dans le fond, arriver en Angleterre ou en Grande-Bretagne, que the people would not look at them as they were nearly half dead with the cold and it was suspected they suffered from pleural pneumonia. Donc là, on voit encore une fois qu'il y a une inquiétude par rapport à la maltraitance de l'animal et on mentionne que les gens au port britannique sont incapables de regarder les animaux directement tellement que ces cas de maltraitance sont assez intenses. Mais il y a aussi une inquiétude par rapport à l'état dans lequel ils vont arriver parce que s'ils sont malades, on a peur ensuite d'une contagion qui pourrait se transmettre à d'autres bovins en Grande-Bretagne. Le dernier exemple que je vous montre ici, c'est une citation du Aberdeen Evening Express d'Écosse au sujet, carrément dans le titre, c'est The Canadian Cattle Trade, Terrible Passage of a Steamer, 162 Animals Swept Overboard. Le steamer en question provient de Montréal. Et ce qu'on essaie de démontrer, dans le fond, ou ce qu'on mentionne, c'est que c'est quelque chose qui arrive fréquemment, que pendant la traversée de l'Atlantique, il va y avoir d'énormes vagues qui vont, dans le fond, traverser le bateau au complet, qui vont carrément briser les enclos où sont les animaux et qu'ils vont se ramasser, dans le fond, vivants à la mer et ils vont juste mourir noyés. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce rapport-là. Donc, là, on en parle dans des nouvelles en Grande-Bretagne, mais ce n'est pas quelque chose qui est inconnu. On est quand même conscient de ça. Et puis, qu'est-ce qui est un peu plus choquant, c'est la quantité finalement, parce qu'on parle de 162 animaux. Et si je me souviens correctement, sur ce bateau-là, en tout, on en avait environ 600. Donc, c'est assez majeur comme événement. Ce qui est intéressant ensuite, en continuant cette analyse, c'est que, quoique très rarement, un individu en particulier, Garrett Franklin, qui est un cattle exporter, donc quelqu'un qui va faire l'exportation de bovins vers la Grande-Bretagne, c'est un homme de Toronto, mais qui fait son exportation à partir de Montréal, va donner comme explication que la majorité des souffrances que subissent les animaux seraient en fait dues à une souffrance vécue de la part des humains. Donc, j'explique. Selon M. Franklin, les hommes qui vont, dans le fond, pas nécessairement abuser directement des animaux, mais qui vont faire en sorte que les animaux se ramassent maltraités, ça serait en fait dû au fait qu'eux-mêmes
vivent des moments très difficiles à bord de ces bateaux-là. Souvent, ils vont avoir seulement un set de linge pour la traversée au complet. Ils vont être très malades durant la traversée, donc ils sont incapables de s'occuper des bêtes qui vont finalement en subir les conséquences parce qu'ils vont manquer d'eau, manquer de nourriture, et etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, M. Franklin est un des rares à croire ça parce que dans la majorité des cas, on va plutôt venir blâmer les hommes qui sont engagés pour s'occuper des animaux. On va, dans le fond, vraiment rarement prendre leur défense. Et si on prend leur défense, c'est simplement pour dire, ben, on n'a pas de preuves comme quoi qu'il y aurait eu maltraitance. Moi, quand que mes animaux embarquent sur le bateau à partir de Montréal, ils sont corrects, donc je n'ai jamais vu de cas de maltraitance. Ça va souvent d'un sens ou l'autre. Soit on blâme les cattlemen ou finalement, on nie être au courant de la situation carrément. Maintenant, l'animal comme marchandise. Certains sont conscients des différences entre le transport de viande versus le transport de bétail, mais ils sont quand même une exception rare. En ce sens, Archibald Thompson de la ville de Toronto, qui fait aussi de l'exportation de bétail et de bovins à partir de Montréal, décrit quand même rapidement en 2 phrases cette opinion. Cattle are not like dead meat. Once they are put on board, they should go right out to sea. Donc, la raison pourquoi il mentionne ça, c'est que souvent, les animaux vont embarquer sur les bateaux. Ensuite, en fait, on va les faire embarquer sur les bateaux et ensuite, on va continuer à remplir les bateaux avec d'autres marchandises. Donc, ils sont souvent très stressés. Ça prend du temps avant qu'ils quittent le port et ça engendre des problèmes. Mais c'est un des rares qui va parler de l'animal comme étant pas comme une marchandise finalement. Dans la plupart des cas, c'est tout à fait le contraire. Ce qui devient intéressant ici, c'est qu'on remarque avec quelques exemples qu'on croit fondamentalement que M. Plimsoll cherche à protéger l'économie des fermiers de Grande-Bretagne en plaçant un blâme sur le transport du bovin canadien et en jouant la carte de la cruauté animale. Donc, on le voit ici au sujet de... Attendez, j'essaie de me retrouver dans ma... Oui, voilà. Donc, dans une conversation entre M. Riley et M. Plimsoll, on dit en fait que quand il a parlé à M. Plimsoll pour mentionner comme quoi qu'il n'avait jamais vu ces exemples de cruauté qu'il parlait, il dit you know, no such thing as an effort being made to keep cattle on their feet during the voyage. No, sir, not only that, but if the cattle were to be kept on their feet, it would take an army of men to do so. La raison pourquoi je le mets dans la question de l'animal comme marchandise, c'est parce que quand on parle de an army of men to do so, c'est aussi les coûts qui viennent en considération là-dedans. Donc, pourquoi on ne ferait pas cet effort? Dans le fond, pourquoi on ne forcerait pas les animaux à faire ça? C'est parce que tout simplement, ça coûterait trop cher. Il y aurait plus de gens à engager pour faire ça. Donc, c'est impossible qu'il y ait eu un cas de maltraitance. Donc, la question économique revient fréquemment. Ici, on a d'autres exemples. Donc, Joseph Xavier Perrault de la Ville de Montréal, qui est un membre de la Chambre des commerces, qui mentionne à la fin de la citation, I cannot explain this war which is being waged against the Canadian cattle trade other than that it is an indirect way of protecting British cattle against the competition of Canadian cattle.
Donc, selon lui, les attaques dans le livre de M. Plimsoll envers le bétail canadien est en fait une façon de venir protéger les fermiers britanniques et leurs produits. Nous avons aussi des citations de la part de M. Robert Bickerdike, qui est membre du Dominion Livestock Association et dans le fond, qui fait aussi l'exportation d'animaux de bétail à partir du Canada et des États-Unis vers la Grande-Bretagne. Lui, ce qu'il mentionne, c'est que ça serait impossible, dans le fond, d'envoyer de la viande, donc de tuer les animaux à Montréal, au Canada, puis ensuite envoyer vers la Grande-Bretagne, que ça deviendrait un travail qui serait finalement pas rentable du tout. Donc, on voit que la question économique vient beaucoup affecter la perception, dans le fond, de ce type de commerce-là et qu'on vient, dans le fond, justifier le fait de faire la traversée de l'Atlantique, peu importe qu'est-ce que ça implique pour les animaux, parce que c'est la seule façon qu'on peut arriver à faire un profit. Ensuite, on mentionnait l'environnement urbain et portuaire comme étant une source de souffrance pour ces animaux-là. Encore une fois, on revient à une citation de Garrett Franklin de Toronto. J'ai mis les flèches où c'est significatif. Donc, I will preface my statement by saying that as soon as the fat animal is taken from its place to be sent either to the home market or to a foreign market, the quicker it gets into the hands of the butcher, the better for all concerned. Donc, finalement, c'est la seconde qu'on pense à l'exportation d'animaux, quand que l'animal est rendu sur le bateau, rendu là, c'est une marchandise, mais aussi, on a tendance à pas mettre l'emphase, disons, sur les souffrances que l'animal va devoir vivre. Donc, Garrett Franklin, par contre, mentionne cattle are naturally alive to noise, and although Canadian cattle are probably the strongest constituted animals I know of in any portion of the world, yet I have seen them in a profuse state of perspiration, languid from the noise on the wharf at Montreal, and from the noise of these donkey engines on board the ships. This is largely due to the loading of live cattle on board the steamers at the same time as the dead cargo is being loaded. This system should not be permitted to continue. Donc, on a quand même quelqu'un qui vient avouer que finalement, il faudrait peut-être prendre en considération l'impact que l'environnement va avoir sur l'animal parce que ça complique ce type de commerce aussi. I have stopped in Quebec for 12 hours and my cattle have suffered more during that 12 hours of detention in Quebec than they have suffered all the way across the Atlantic. Donc, on mentionnerait que finalement, même si M. Plimsoll voit seulement le résultat quand le bétail arrive en Grande-Bretagne, qu'il y aurait aussi finalement un impact sur l'animal qui est visible même avant ça. Une fois qu'on se rend compte finalement de cette souffrance animale et qu'il y a encore place à amélioration. Donc, c'est sûr, on n'est pas content de la proposition de M. Plimsoll, on n'est pas content de son ouvrage sur le sujet, mais il semble quand même y avoir consensus sur le fait qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la situation et peut-être continuer ce type de commerce malgré tout. Donc, ici, on va parler de recommandations spécifiquement par rapport au port de Montréal. Pour revenir à M. Franklin, justement, il va mentionner que I have suggested to the government through the press for years that an independent wharf should be built for the reception of these cattle. And from that one wharf, every ship should be loaded with livestock after the ship had taken on its dead cargo. Notwithstanding what may be said to the cruelty to cattle, one half of the battle is to send your stock quiet and composed on board ship,
from any place from which they are embarked. Donc, ce sont des recommandations qu'on va faire pour finalement modifier l'environnement portuaire et espérer qu'il va avoir un impact positif pour justement éviter qu'on empêche ce type de commerce. Ici, M. Popham, qui est président of the Montreal Board of Marine Underwriters, donc qui sont une compagnie d'assurance, mentionne qu'il devrait y avoir un Union Stockyard à Montréal avec un wharf of its own from which all livestock should be shipped. Donc, voilà, ce sont des recommandations sur les changements environnementaux qui s'en suivent. Donc, comment ça me sert, toutes ces informations-là? Ce que le tout montre finalement, c'est que l'animal, de par sa relation avec l'humain, a un impact sur l'environnement et sur le passé. Un impact qui est dû à des enjeux plus complexes que s'il s'agissait seulement d'un commerce d'objets, parce qu'on prend en considération la souffrance animale quand on n'a pas le choix, quand on est comme devant une obligation, et qu'on doit prendre donc en compte le besoin de ces animaux, leurs craintes, leurs mouvements, leur bien-être pour en tirer profit. Donc, la relation commerciale est toujours, bien sûr, de mise. Donc, oui, c'est une relation qui n'est pas égalitaire, qui est commercialisée, mais une relation qui aura quand même un impact sur le développement de nos villes, de nos relations d'échange, de nos discussions, finalement, à l'époque, et des enjeux d'intérêt. Merci. Merci, Catherine. Donc, est-ce que je vais commencer directement en fait avec la période de questions. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent intervenir, là, il y a comme deux façons. Soit vous m'écrivez dans la conversation chat, soit que vous levez la main comme Sylvie l'a fait depuis le début. Est-ce que Sylvie, tu voulais intervenir parce qu'il y avait une main levée, puis là, je n'étais pas certain. Ah, ton micro, il n'est pas ouvert. Au début, les premiers documents étaient difficiles à lire. C'est pour ça que je demandais si c'était possible de les agrandir. Je n'ai pas de questions immédiates, ça va venir. OK, ça marche. Je peux les remettre si jamais vous voulez prendre le temps de les lire. Là, je peux les agrandir et les remettre. Donc, juste me mentionner si vous le souhaitez. Oui, c'était intéressant. Tu as mis en exergue enfin, il y avait les grands titres, c'est ça, mais des fois, ça aide de suivre le détail et puis ça permet d'avoir l'impression de fouiller dans la source. Mais on en a une bonne idée quand même. C'est bien. Merci. Oui, Monsieur Lacroix. Oui, merci pour la présentation, Catherine. Enchanté de se voir en vrai et non juste en se partageant des petites trouvailles sur Internet. Je me demandais juste, parce qu'à un moment donné, il y a mention de l'alternative entre envoyer de la viande ou des animaux sur pied. Puis moi, j'avais l'impression, c'est pas mon domaine d'étude, l'envoi d'animaux sur pied, mais que c'était comme impossible, là, compte tenu qu'il n'y avait pas de réfrigération, donc on devait les envoyer probablement sur la glace, la viande, là, je ne sais pas. Mais puis là, il y a un des intervenants qui semble dire que ça pourrait être impossible, c'est juste pas rentable. Puis deuxième question, vite fait, wharf, c'est bien un quai, j'imagine? Oui. C'est le seul mot en anglais que j'ai. Bon. Voilà, c'est des quais. Oui, dans le fond, M. Bickerdike mentionne que ça ne serait pas possible pour le Canada, entre autres parce que c'est quelque chose que les États-Unis font, eux, de leur côté. Okay. Ils vont envoyer la viande carrément, en plus des animaux vivants, là, ils font les deux finalement. Mais on mentionne que la raison pourquoi ça serait impossible pour le Canada, c'est que souvent, on va envoyer des animaux qui ne sont pas tout à fait de la bonne taille encore pour faire boucherie. Ils les envoient là-bas, ils vont les engraisser là-bas et ensuite, ils vont les tuer pour de la viande. Pourquoi on fait ça ici au Canada? Dans le fond, c'est parce qu'on achète le blé. D'ailleurs, on ne produit pas encore notre propre blé en quantité suffisante pour faire ça et que ça soit rentable et ensuite envoyer l'animal. Donc,
finalement, on préfère l'envoyer tel quel et qu'eux fassent, dans le fond, le reste du travail. Là. Le problème, c'est que c'est ça, là, on se rend compte que des fois, les animaux n'arrivent pas en super bon état non plus en Grande-Bretagne et que ça l'amène d'autres enjeux. Ouais. Très bien, merci. Plaisir. Sylvie. On n'entend pas. J'oublie toujours. D'accord. Donc, merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment extrêmement intéressant cette présentation. Alors oui, j'ai une question qui trahit ma méconnaissance du sujet, mais certainement, ce n'est pas faute d'intérêt. Tu nous as montré un bon exemple d'un moment où l'argument de la cruauté contre les animaux est utilisé. Mais c'est utilisé dans le contexte d'un débat avec des enjeux économiques assez clairs de part et d'autre de l'Atlantique, à savoir si oui ou non on importe, on exporte du bétail. Mais ma question, ce serait quelle valeur, quelle attention porte-t-on, quelle valeur donne-t-on à cet argument de façon plus générale à cette époque, donc en dehors de ce contexte particulier. Je ne sais pas où on en est dans les sociétés protectrices pour la protection des animaux et si les cattle, le bétail, fait souvent l'objet de ces mentions. Ouais, voilà. Oui, ben c'est sûr, là, ces documents-là, cette enquête-là, c'est 1891, donc les sociétés protectrices des animaux au Canada existent définitivement. Ce sont des enjeux qui vont être importants, mais peut-être pas autant en tout cas de mes propres recherches, puis je ne suis pas spécialiste des sociétés protectrices directement, mais de ce que j'ai vu, ils vont plutôt porter attention à ce qui se passe au Canada même que de l'exportation de bétail finalement. Par contre, oui, ce sont des enjeux importants pour peut-être une population plus au courant de ces maltraitances-là, mais dans le cas de la source, je pense qu'il revient beaucoup, c'est que les préoccupations sont en fait utilisées pour des enjeux économiques. Donc, on va parler de maltraitance animale, mais parce que ça nous sert finalement pour continuer ce type de commerce. Du côté de la Grande-Bretagne, l'objectif, c'est finalement de protéger les fermiers de là-bas et leur bétail. Puis de notre côté, ben, c'est d'essayer de démontrer que, du côté du Canada, c'est d'essayer de démontrer que c'est pas si pire que ça, finalement, qu'on a des mesures qu'on va mettre en place pour que ça soit plus gérable, disons. Je ne sais pas si ça répond tout à fait. Oui, tout à fait. Merci. Oui. Plaisir. Donc, on a Dan et Marjolaine. On commence par Dan. OK. Merci, Catherine, pour une présentation vraiment fascinante. Je pense qu'il y a des thèmes ici qui sont vraiment importants. Les liens entre la souffrance des animaux, l'État et le capitalisme, je pense que c'est vraiment fascinant. Donc, merci pour ça. Ma question est sur le sujet de la source que tu as utilisée aujourd'hui, les journaux législatifs. Est-ce que, parce que c'est une source que moi j'utilise aussi dans mes recherches et c'est une que j'aime beaucoup. Est-ce que tu sais, est-ce qu'on sait quelque chose de comment la source, ces journaux-là sont compilés? Comme est-ce qu'il y a comme une pratique curatoriale qui est utilisée pour compiler tous les rapports et les témoignages et toutes les choses qu'on trouve dans cette source-là? Dans le fond, vous parlez spécifiquement
du rapport de 1891, l'enquête? Non, oui, de ce rapport comme dans les journaux législatifs. Et parce que tu as parlé comme que tu utilises cette source dans tes recherches. Je ne suis pas certaine de comprendre, dans le fond, toute la question, mais dans le rapport même, dans le fond, on va à 3 différents lieux et on pose des questions à des gens de ces endroits-là et c'est divisé comme ça dans la source. Oui. Par contre, c'est quand j'arrive dans comment j'ai trouvé cette source-là finalement, c'est assez spécial parce que quand je regardais, je n'avais pas l'impression que ça allait être une source qui était très pertinente dès le départ parce qu'on mentionne dans le fond comme quoi que... Attendez, je regarde dans mes papiers, là, on fait juste indiquer comme quoi que c'est du export cattle trade, puis comme quoi que c'est imprimé dans ce papier-là, puis oui. comme si c'était rien finalement. Puis après, quand on pousse un petit peu plus, on se rend compte que c'est un rapport de comme 330 pages. Là, oui, c'est grand. Oui. Oui. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question du tout. Non, c'était juste comme j'ai pensé que parce que moi j'utilisais les journaux législatifs et j'ai trouvé les rapports comme ça et c'était juste une question au sujet de la source de plus grande de les journaux législatifs et comment les historiens, les historiennes utilisent cette source qui nous parle beaucoup de l'expertise et le savoir-faire de l'État et comment ça a changé pendant cette époque. Donc, non, mais ça, c'est une bonne réponse pour moi. Non, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oh, et une autre chose, je viens de faire les recherches sur Montréal pendant les décennies comme le milieu du 19e siècle. Ils en parlaient dans le même esprit qu'il veut créer une quai au Montréal, à Montréal, juste pour les immigrants irlandais. Et ils utilisaient beaucoup de la même langue, comme de comment protéger et créer quelque chose plus efficace. Donc, je pense qu'il y a un lien intéressant là aussi. C'est super intéressant. En fait, c'est vraiment intéressant que vous mentionnez ça parce que dans d'autres sources que j'ai regardées justement du ministère de l'Agriculture, on va mettre les questions de quarantaine de bétail et de quarantaine d'humains dans la même source. Oui. Donc, oui, il y a définitivement un lien. La population. Dans la façon qu'ils en discutent, là, oui. Oui. Merci. Merci. Argelène? Oui. Après ça, Brian. Allô, Catherine. J'ai une question pour toi concernant le transport préalable à l'embarquement en bateau. En fait, je me demande, parce qu'ils n'arrivent pas à pied, j'imagine. C'est quoi comment ils se promènent dans la ville, en fait? Est-ce que tu sais c'est quoi les chemins qu'empruntent normalement ces troupeaux-là pour arriver au port? Je serais très curieuse de savoir ça. Oui, dans le fond, c'est le Grand Trunk Railway puis le Canadian Pacific. C'est les 2 chemins de fer par lesquels les animaux vont arriver. Ensuite, ça dépend si ils proviennent des États-Unis ou de l'Ouest canadien ou de l'Ontario. Là, ça va être différents chemins qu'ils vont emprunter. Mais oui, majoritairement, ils vont arriver par ces chemins de fer-là. Parfois, ça va être par bateau aussi. Donc, ça va être comme un arrêt, si on veut, avant de soit débarquer comme destination finale ou pour continuer vers Québec et ensuite la Grande-Bretagne. Donc, c'est ce qui est intéressant dans le fond avec Montréal et Québec, c'est que ce sont des ports où on va carrément recevoir les animaux par les chemins de fer, puis ensuite faire le transport par bateau, mais c'est aussi un lieu où ils vont débarquer puis rester. Donc, c'est de là la difficulté aussi de suivre ce bétail-là parce que ça devient des chemins assez complexes. Mais oui, la plupart du temps, c'est par voie ferrée. Puis, il va y avoir, dans le fond, le mot manque en français, mais des stockyards dans l'Est et dans l'Ouest de Montréal. Pour Québec, je ne sais pas encore, par contre.
Merci. Brian? Merci. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, Catherine, et ça ouvre toutes sortes de sujets, même philosophiques, moraux, que je trouve assez intéressants et pour moi très innovatifs. Et justement, dans cette question de la tension dont vous avez décrit entre la souffrance, la tension entre la souffrance de l'animal et la valeur de l'animal, l'animal comme commodity, comme vous avez dit, ça me fait penser immédiatement de la même tension dans le transport des esclaves, the slave trade. Et ils avaient souvent les mêmes questions, les mêmes, le statut de l'esclave comme humain, comme animal, comme commodity. Et évidemment, il y avait un grand débat qui entrait tout à fait dans le même domaine que vous avez montré avec les bovins. Je me demande si ça, c'est pas une piste, même si le slave trade ça continuait beaucoup plus tard qu'on pense, mais disons la première moitié du 19e siècle. Est-ce que aussi ces bateaux, et vous avez mentionné le Canadian Pacific, est-ce que ces mêmes bateaux étaient impliqués dans le transport des immigrants dans l'autre sens? Et ça pose la même question un petit peu, la responsabilité vers l'immigrant. Et en plus, l'immigrant et l'animal en high seas. Sur quelle loi est-ce que ces humains, l'immigrant, l'esclave et l'animal, sur quelle loi est-ce qu'il est traité? Et j'imagine, et ça reprend la question de Dan, j'imagine qu'il y avait des tas de procès autour de les assurances, autour des pertes, autour de ces questions. Et aussi, finalement, est-ce que les vétérinaires étaient, parce que je repensais, je me souviens des travaux de Darcy Ingram, où dans toutes ces questions de cruauté, etc., les abattoirs, le transport, les vétérinaires et leur profession étaient importants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire sur ce sujet? Et merci encore une fois. Merci à vous. OK, je vais essayer de ne pas avoir oublié aucune de vos questions, mais pour commencer, sur la question des liens à faire avec le slave trade, moi, c'est sûr, c'est des parallèles que j'ai quand même remarqués. Ensuite, c'est pour ça, dans le début de ma présentation, je parlais comment il y avait des historiens qui spécialisaient en histoire des animaux qui font une espèce de history from below, mais pour les animaux. Je pense que c'est quand même inspiré des travaux par rapport au slave trade, puis à ces dynamiques-là aussi. Je ne voudrais pas faire un parallèle qui est tout à fait direct parce que je pense que ça peut être un peu un slippery slope aussi, mais définitivement, il y a des similarités entre les deux types de recherches. Ensuite, vous demandiez... le rapport avec les immigrants. Oui, je ne sais pas si les immigrants étaient aussi sur les mêmes bateaux. Je n'ai pas trouvé de preuves qui mentionneraient ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y avait quand même d'autres marchandises sur ces bateaux-là, en plus du bétail. Donc, ce ne sont pas nécessairement des bateaux qui sont dédiés à 100% au transport de bétail ou de bovins. On va aussi avoir, par exemple, du grain sur ces bateaux-là qui va être apporté en Grande-Bretagne. J'ai aussi lu comme quoi que certains des employés qui étaient en charge de s'occuper
du bétail sur les bateaux souvent trouvaient cet emploi-là simplement pour faire la traversée. C'était comme une façon finalement de financer leur traversée, soit d'un sens ou de l'autre. Il y en a qui vont dire justement dans le rapport de 1891 comme quoi que c'est une des raisons qui explique pourquoi leur travail n'était pas optimal. C'est que parfois, c'était des gens qui n'étaient pas du tout spécialisés là-dedans. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui. Puis, vous aviez une dernière question. Juste les vétérinaires. Est-ce que les vétérinaires étaient là pour inspecter les animaux et pour dire leurs mots sur l'état de ces animaux et leur souffrance? Oui, au Canada, il y avait le docteur McEachran qui était comme le vétérinaire en chef. Lui et son équipe, ils faisaient des inspections sur l'état des animaux quand ils partaient des ports canadiens. Par contre, il n'y a plus rien qui se passait pendant le transport, pendant la traversée de l'Atlantique. Et quand ils débarquaient en Grande-Bretagne, ben là, c'était pris en charge par les gens de là-bas. Donc, c'est sûr que pour eux, ce qui était important finalement, c'est est-ce que l'animal est en suffisamment bon état quand il quitte le port canadien. Puis bon, souvent, on sait que le pire de la maltraitance se passait durant la traversée et c'est là que ça devenait vraiment plus visible physiquement. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est ce qui importait beaucoup aux vétérinaires, c'était s'assurer que l'animal qui allait faire cette traversée-là n'avait pas de maladie contagieuse, dont la pleuropneumonie. Donc, ensuite, OK, si l'animal était dans un état un peu nerveux, ou ben ça, c'était moins grave, c'était moins une préoccupation. C'était vraiment s'assurer qu'on n'allait pas transmettre des maladies à d'autres bovins de d'autres pays pour ensuite se ramasser comme pénalisé finalement dans ce type de commerce-là puis cet échange-là. C'est ce qui devenait le plus important. Merci. Plaisir. Catherine, je vais t'inviter à aller voir le fil éventuellement parce qu'il y a plusieurs discussions qui se sont échangées. Je ne sais pas si c'est des questions en particulier. Je vois seule l'intervention de Mme Dillon. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Louis, je vous ai vu, je vais revenir à vous après. Yeah, ça va. C'est juste une suivi du commentaire de Brian, cette parallèle entre la tendance de minimiser les risques de santé des esclaves et aux vaches dans les exemples. Et même aujourd'hui, il y avait un éditorial de Jean-François Lisée dans Le Devoir. C'est le message l'esclavage au Québec, c'est pas si pire. Donc, mais j'ai une étudiante qui a fait une analyse de mentalité des esclaves. Donc, elle a démontré que oui, c'était pire. Donc, merci, très super, intéressant. merci. Oui, merci. Donc, je vais retourner à Louis, parce qu'il y avait une dernière question. Oui. Moi, j'ai étudié plus les animaux qu'on peut dire qui ont des papiers, là. Donc les animaux avec des pédigrés, les bovins. Puis, ce que je voyais aussi, c'était par rapport à la valeur qu'on accordait justement à l'animal. Parce qu'il y a des animaux auxquels on accorde plus de valeur. Entre autres, si justement il y a des papiers, puis qu'on peut, il y a une valeur monétaire plus grande. Puis je me demandais si dans les sources, on voit bien que là, quand c'est juste pour envoyer de la viande, il y a une valeur monétaire moins grande, puis il y a une valeur à la vie de l'animal aussi qui est moins grande. Mais si tu avais... c'était juste un petit commentaire comme ça, en fait. Mais en même temps, aussi de façon intéressée, si tu avais vu passer un peu de quoi sur les pedigrees puis les choses comme ça dans la source. Au niveau des pedigrees, dans le fond, ce qu'on va... je ne pense pas qu'on parle nécessairement de race parce que, bon, ça reste que c'est une même catégorie d'animaux. C'est des animaux qui sont utilisés pour être commercialisés, qu'on va envoyer. Donc, on n'a pas le même intérêt que, disons, pour la vache canadienne. C'est complètement différent à ce niveau-là. Mais on va quand même catégoriser ces animaux-là par type. Donc, il va y avoir ceux qui sont considérés
déjà prêts à l'abattage, ceux qui doivent être envoyés simplement pour justement ensuite passer quelques semaines à être engraissés pour l'abattage. Il y a différentes catégories. Et ensuite, on va beaucoup parler de qualité de viande. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. On mentionne souvent que la qualité de viande des animaux canadiens va être quand même assez élevée si on compare à, par exemple, la viande des États-Unis. Parce que nous, on a la chance d'envoyer un animal qui est encore en vie, donc qui est comme considéré plus frais quand il arrive là-bas, et donc la viande va être considérée de meilleure qualité. Tandis que si on envoyait juste un animal qui a déjà été abattu, mais c'est sûr, là, il y a eu un processus de réfrigération, donc ça devient moins intéressant pour les gens, le consommateur en Grande-Bretagne. Donc, à ce niveau-là, on va en parler quand même. Puis, on parle un petit peu de la commercialisation de cette viande-là en Grande-Bretagne. On mentionne comme quoi que souvent, on va essayer de cacher comme quoi que c'est une viande qui ne provient pas soit d'Angleterre ou d'Écosse. On ne veut pas mentionner dans ces boucheries-là comme quoi que c'est une viande qui a été importée, mais qu'on dit que de plus en plus, avec la qualité de la viande du bétail canadien, qu'on est de moins en moins inquiet de le commercialiser comme tel. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu, puis si ça donne un peu plus d'informations là-dessus, mais c'est un peu de mes trouvailles là, sur le sujet. C'est bon. Ça ne répond pas, mais en même temps, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça réponde parce que les sources, c'est les autres qui sont maîtres du jeu. mais en même temps, ça répond sur plein d'autres choses. Là. Mais pour faire le parallèle avec ça l'enlève, tu sais, on l'envoie vivant, mais finalement, on enlève de la valeur vivante quand même aux individus là, qui sont envoyés. Là. Fait que, c'est intéressant à ce niveau-là. Merci. Encore. Je proposerais qu'on prenne une dernière question puisqu'il y a juste une personne qui avait la main levée. Là, donc, je finirai la séance de questions avec la question de Mme Dagenet. Merci. Merci, Catherine, pour la présentation. Je vais revenir sur 2-3 petits points. En fait, sur la question de minimiser ou non la souffrance des animaux, moi, j'ai l'impression, puis dans ce que tu as dit, dans ce que vous avez dit, tantôt, je pense que vous avez donné une réponse. En fait, peut-être que la question de la souffrance se pose par rapport à la qualité de la viande à l'autre bout. Un animal souffrant ne produira pas une viande aussi bonne. Et que si les animaux souffrent trop, bien, quand ils arrivent en Angleterre, bien, ils ont maigri, ils sont moins intéressants économiquement. Puis j'imagine que ces animaux-là sont vendus déjà avant de faire le transport, de telle sorte que celui qui importe à l'autre bout veut avoir une viande de qualité. Fait que je ne sais pas si le cadre, le parallèle entre... C'est sûr qu'il y avait une question de qualité aussi de la main-d'œuvre esclave, mais on ne mangeait pas les esclaves, jusqu'à preuve du contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que cette composante-là, à mon avis, est à tenir en compte par rapport à la question de la souffrance. C'est vraiment la qualité de la viande. Après ça, il y avait sur la Société protectrice des animaux, je n'ai pas la réponse, puis peut-être que vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, mais je me demande à quel moment on commence à se préoccuper des animaux bétail. Parce qu'on sait que le rapport à l'animal, puis le développement de cette société-là, c'est lié en partie aux animaux de compagnie. Alors, je sais que c'est lié, les deux, animaux de compagnie, animaux à des fins commerciales, mais est-ce que durant la période que vous étudiez, on est rendu où dans le débat? C'est vrai que ça serait quand même une donnée assez importante par rapport aux données purement en termes de santé et qui sont générées par les vétérinaires, parce que cette commission-là est à l'initiative aussi du vétérinaire en chef du Canada. Enfin, dans le fond, sans vouloir faire des parallèles trop grossiers, c'est clair qu'une des causes de l'épidémie actuelle est liée à ce commerce de bétail. Et donc, toute la discussion que vous aviez sur cette question-là, de quand les animaux arrivent en Angleterre, ils ne doivent pas contaminer les autres bêtes.
c'est qu'à partir du moment où on transfère des marchandises vivantes, eh bien, là, c'est là où il y a un mélange qui se fait dangereux en termes de bactéries, de virus, etc., etc. Donc, c'est tout ce processus-là de commercialisation de plus en plus poussé de denrées vivantes qui engendre aussi éventuellement des problèmes d'épidémie du côté des humains. Peut-être juste dernière petite chose, c'est la commission 1891. Est-ce que vous étudiez, peut-être que vous n'aurez pas le temps de répondre, mais quelles sont ces retombées concrètement? Qu'est-ce que ça donne finalement comme résultat dans tout le commerce? Mais bon, c'est peut-être une réponse à venir plus tard, mais voilà, merci. Merci. Pour la question par rapport à la SPCA, quand on commence dans le fond à se préoccuper du bétail, je n'ai pas de date exacte, mais je sais que c'est assez rapide parce que même dans les grandes villes, c'est une préoccupation parce que le bétail se promène des fois librement sur les chemins de fer et ça cause des accidents. Donc, il y a quand même une préoccupation à ce niveau-là qu'on voit à la fin du 19e siècle, mais à partir de quand exactement ça, je n'ai pas la réponse en ce moment. Au sujet du virus, de la pleuropneumonie et des épidémies, c'est définitivement une question qui revient souvent. Il en traite un petit peu moins dans cette source-là, ça va être comme plus sporadique, mais c'est une question qui est assez significative parce qu'on considère qu'on est chanceux au Canada à l'époque parce que notre bétail est relativement libre de problèmes épidémiques, justement, de virus qui pourraient se transmettre, tandis que ce n'est pas nécessairement le cas aux États-Unis. Ils ont quand même pas mal de problèmes avec des cas de pleuropneumonie. Donc, on est quand même chanceux selon le vétérinaire en chef, McEachran. Donc, là-dessus, ouais, c'est une préoccupation importante. Pour les retombées, je n'ai pas encore la réponse à ça, mais c'est quelque chose qui me trotte en tête définitivement. Ouais. De voir plus concrètement, est-ce qu'on va prendre en compte finalement les demandes de changement et jusqu'à quel point? Puis ensuite, est-ce qu'on jusqu'à quand est-ce qu'on continue ce commerce-là? Parce que je sais que là, c'est comme les années que ça bouge encore beaucoup, mais éventuellement, ça ralentit énormément. Puis je m'étais rappelé aussi que Brian Young, vous aviez posé une question sur l'assurance des animaux, puis dans le fond, comment que les compagnies assuraient les animaux. J'avais complètement oublié tantôt. Donc, c'est quand même une considération qui revient dans ce rapport-là parce que souvent, la traversée est difficile, puis justement, les animaux vont se ramasser avec soit des grandes blessures, des jambes brisées. Donc, il y a toujours comme des pattes brisées, désolé. Donc, cet aspect-là qui à prendre en considération. Donc, on assure à la fois les animaux, mais aussi le bateau, puis en prenant en considération que c'est une traversée de l'Atlantique. Ensuite, qu'est-ce qui revient dans le rapport comme questionnement, c'est est-ce que si un animal souffre pendant ce transport-là, est-ce qu'on a le droit de le tuer sur le bateau? Et si on le tue, est-ce qu'on doit garder une preuve comme quoi que cet animal-là a été tué pour pouvoir ensuite récolter l'argent de l'assurance? Ou est-ce qu'on fait juste le lancer dans l'océan et le laisser se noyer et espérer que l'assurance nous paye quand même? Donc, ça, c'est des questions qui reviennent. Puis, justement, on en parle en essayant de prendre en considération le fait que qu'est-ce qui cause le moins de cruauté à l'animal. Donc, on voit que pour la plupart des exportateurs du Canada et des compagnies d'assurance, on est quand même fiers de dire qu'on donne la permission aux personnes sur le bateau de tuer l'animal, puis soit de garder la peau ou une corne ou quelque chose pour que quand ils arrivent en Angleterre, ils puissent récolter l'argent de l'assurance ensuite. Tandis que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on mentionne aussi comme quoi que sur certains bateaux, on va plutôt laisser souffrir l'animal jusqu'à l'arrivée pour ensuite démontrer comme quoi que l'animal n'est pas propre à la consommation, le tuer une fois arrivé là-bas et ensuite récolter l'argent de l'assurance.
Donc, je pense qu'on va clore la séance là-dessus, à moins qu'il y avait des dernières interventions qu'il fallait absolument qu'elles soient faites. Je te remercie beaucoup encore, Catherine, pour ta présentation. Donc, comme je disais tantôt, c'est le dernier M&M de la saison. On a toujours un jeudi d'histoire habituellement dans les environs du M&M, et le dernier, c'est la semaine prochaine, donc le 15 avril. Donc, c'est à 17h. Ça se trouve que c'est une communication que je vais donner, là, donc je ferai comme un peu ma propre publicité, là, mais sachez que c'est le dernier de la saison aussi. Donc, on va en profiter pour parler des réserves de castors de l'Abitibi du Grand Lac Victoria et leur épreuve de la grande crise des années 30 au Québec. Donc, sur ce, je vous souhaite un bel après-midi, en espérant de vous recroiser dans les prochains événements du groupe de Montréal, du groupe d'histoire de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.